Bonjour, je viens de recevoir une question qui vient de Hamadou Outamsi, qui pose là une problématique que j'ai décelée en trois niveaux. Premier, qui va prendre la responsabilité du sabotage qui a été fait autour du décès de Paul Biya? Et il me fait remarquer que même dans les rangs de la Renaissance, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont prêtées à ce jeu-là. Et donc, il faudrait tirer les conséquences. Deuxièmement, il me fait remarquer que le personnage du conseiller spécial, professeur Maurice Kamto, Albert Zonga, pose un problème d'éthique. Et donc, pour sortir, y a-t-il d'éthique en politique? Il me fait comprendre que c'est d'ailleurs l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis que l'Amérique a connu le mensonge en politique. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tenté de commencer avec la problématique du mensonge autour du décès du président Biya. Est-ce que j'ai partagé les rumeurs du décès dans cette chaîne? Je doute. Je doute parce que en cette période-là, j'ai beaucoup plus fait le relais de ce qui se disait et de ce qui s'est dit auparavant, en citant des acteurs principaux, des jeux qu'ils ont joués dans cette stratégie de dissuasion de l'opinion. Parce que le silence gouvernemental, le silence du président Biya finalement est une stratégie de campagne politique. Et on a eu l'élection en 2004, il y a eu ce genre de similitude-là. En 2025, il y a l'élection, on est pratiquement en période de pré-campagne. Donc, ce n'est pas nouveau. En 2020, il y a eu quelque chose de pareil où le professeur Maurice Kamto s'est manifesté. J'ai utilisé des extraits de cette période-là pour renforcer l'espace. La politique telle que je suis en train de l'observer et de l'étudier a horreur du vide. Ça veut dire, si pendant un moment, quelque chose est en train de se passer et tu ne communiques pas, le moment viendra où on va te poser la question pourquoi tu n'as pas communiqué. Ou alors, celui qui communique prendra le crédit de ce travail-là contre toi. Puisque le silence est également une façon de communiquer, il faut opposer au silence quelque chose. Le professeur Maurice Kamto, cette fois-ci, par exemple, a choisi de répondre également par le silence. À un moment donné, l'opinion se demandait pourquoi est-ce que le leader de l'opposition n'a pas parlé. Vous avez constaté ça. Cela ne l'a pas ébranlé dans son silence. Il est resté silencieux jusqu'à ce que le président Biya se révèle. C'est déjà preuve qu'il apprend de son adversaire principal et qu'il n'utilise pas les mêmes stratégies au fil des années. D'autre part, les sympathisants et certains militants qui se sont prêtés à ce jeu-là. Avant d'être politicien, on a tous une vie. Et du moment que le parti n'a pas formellement pris une position sur cette question-là, il faut dire qu'on ne peut pas sanctionner les individuels aujourd'hui pour leur prise de parole. Et même si on devait les sanctionner, que ferons-nous de ces soutiens-là qui nous viennent de l'aide radicale? Certains font vite le raccourci de leur lier au MNC, mais il y a une aide radicale qui, parmi tous les opposants camerounais, trouve que le MNC est beaucoup plus sérieux et donc aligne les fruits de leur combat aux efforts fournis sur le terrain par le MNC. Par jalousie, certains ont cette facilité de leur mélanger au MNC, mais ils revendiquent chaque fois qu'ils font leur sortie l'impact de leurs actes. Ils ne disent jamais que c'est le MNC, ils revendiquent cela. Je pense qu'il faut être aujourd'hui limité pour confondre cette aide radicale qui est généralement constituée des Camerounais qui peut-être par perte de nationalité ou bien par refus de rejoindre leur pays sont devenus radicaux envers les pouvoirs dirigeants. Il y a également les militants cadres du parti qui sont chroniqueurs sur la toile, qui ont selfie avec cette information-là sur un ton moqueur, sur un ton provocateur, pardon. Cela a tout son sens dans la science politique. C'est-à-dire, c'est pas une fiction, en fait. C'est une science humaine avec des variances que vous pouvez l'imaginer, qui également peut avoir des responsabilités
est individuel, bien qu'on soit dans un cadre associatif. C'est-à-dire, à partir de votre éducation individuelle, vous pouvez décider de parler d'un sujet ou pas. Je pense à ce titre-là, les membres ou alors cadres cités préalablement sont donc responsables, elles découlent de leur façon de faire la politique. Et si le parti devrait leur sanctionner pour cela, pour certains, je pense qu'ils préféreront se retirer avec l'honneur qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient. Cela dit, embrayons directement sur le cas d'éthique et donc le conseiller spécial Albin Zonga. Écoutez, vous n'avez qu'à parcourir la chaîne pour constater que chaque fois que le conseiller Albin Zonga sort, la jeunesse de la Renaissance s'abreuve de façon spontanée à son message. Cela montre qu'il y avait un vide que le conseiller Albin Zonga est en train de combler. Ceux qui ont la trame, l'expérience du conseiller Albin Zonga, pour la plupart, ont des business à protéger ou alors des relations à protéger et refusent de défendre activement le projet de la Renaissance. Et vous pouvez donc comprendre que le conseiller Albin Zonga est une force motrice. Maintenant, qu'il ait un passé sulfureux, tu as notamment parlé du cas de Fonti, qui aurait gagné les élections dans les années 90 et qui était, ou bien qui est l'un des politiciens camerounais les plus intègres. Je reprends ta parole. Eh bien, que Albin Zonga aurait participé à saboter ses résultats, sa réputation. Je pense que c'est une évaluation qui est pertinente, qui est partagée d'ailleurs par une frange des militants du Social Democratic Front et que de mon point de vue est légitime. Et encore, je me permets de dire qu'il y a une responsabilité individuelle. C'est-à-dire, on est d'abord individu avant de rejoindre la Renaissance. De ce point de vue-là, on peut traîner un certain nombre de faits qui peuvent, à un moment donné, nous empêcher d'accéder à un certain niveau de pouvoir. Mais où nous sommes en ce moment, en face, on n'a pas les enfants de cœur, on n'a pas les choristes. On a un think tank, des personnes qui sont à la tête du pouvoir depuis près de 4 décennies, qui connaissent exactement ce qu'ils font et qui n'évoluent pas forcément comme des anges. Ils ont des pratiques qui souvent frisent la peur et on a besoin du courage pour les affronter. Le conseiller Albin Zonga pour moi aujourd'hui représente une force. S'il fallait faire le SWOT analysis, il représente une force. Parce qu'il ne faut pas négliger l'environnement politique camerounais. Elle est pleine des cieux noirs, c'est-à-dire des personnes qui veulent l'alternance, mais n'œuvrent pratiquement pas pour cette alternance-là. C'est d'ailleurs la majorité de ceux-là qui étaient bien enrôlés dans le fake news. Et certains continuent à y croire, mordicus, que celui qui est rentré n'est pas pour le diable. Pour moi, ça ne me surprend pas parce que lorsqu'on se laisse ébénir par le mensonge, on finit par y croire. Donc, pour le conseiller Albin Zonga pour sortir, il a un passé qui peut à un moment donné l'empêcher d'avoir un certain nombre de privilèges selon celui qui la distribue, mais il a reconnaissant qu'il a le courage de surpasser la perception des autres pour s'aligner à une perspective futuriste pour libérer le Cameroun. Et si jamais à son vivant cela arrivait à être réalisable, je pense que c'est ça que le monde retiendra de lui. Prenez les grands cas des révolutionnaires dans le monde. Je vous prends un cas aux États-Unis. Le Muslim scholar là, il s'appelait encore qui là? Malcolm X. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Malcolm X? Bon, le peu que je connais, Malcolm X a été condamné à 10 ans de prison pour consommation de drogue dure et vandalisme.
Lui-même, dans son autobiographie, il dit qu'il a fait près de 7 ans, parce que finalement, il va sortir à 7 ans. Il dit qu'il n'a pas pu retenir son numéro de prison. En quelque sorte, pour ceux qui n'ont jamais fait la prison, ça veut dire, parce que dès que tu entres en prison, on t'identifie par un numéro. Si tu ne peux pas reconnaître ton numéro, alors qu'à chaque fois que tu vas te présenter devant les pénitenciers, ils vont toujours te poser ce numéro-là. Vous pouvez vous imaginer à quel niveau il était ivre. Mais au sorti de là, il a grandement participé à la cause afro-américaine. Cela montre que on peut avoir un passé sulfureux, mais la repentance est ce qui me semble, de par l'histoire, ce que les gens m'ont retenu. Nelson Mandela, il n'a pas toujours eu un passé moralement et éthiquement correct. Il a eu 3 femmes, 3 femmes. Il en a divorcé successivement, selon les contextes dans lesquels il se retrouvait. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a trop de turbulences dans la vie politique. Mais au finish, c'est l'homme. Par exemple, si je ne pouvais revenir que sur le cas de Fonti dont vous citez, la dernière décennie de la vie de Fonti n'est pas enviable pour ceux qui ont connu John Fonti. Entre mariage incestueux avec le pouvoir en place et résistance à la tête du Social Democratic Front, au favoritisme, par exemple, Nietzsche a toujours revendiqué que Joshua aussi ne méritait pas ce siège-là. Il y a beaucoup de faits qui frisent l'intégrité dont vous êtes en train de l'accorder. Mais c'est de votre droit de garder le côté positif. Il est donc mieux préférable pour un politicien d'avoir peut-être un passé obscur, de se rependre et de finir ses jours d'une façon beaucoup plus noble que ce que Fonzi aurait servi sur le lendemain politique camerounais. Donc, je pense que j'ai pu répondre à ta préoccupation sur l'éthique. Maintenant, est-ce que c'est Donald Trump qui a introduit le mensonge dans la politique américaine? Je vais te dire non. Pour toi, c'est quoi l'OTAN? C'est quoi l'OTAN pour toi? Le NATO, tu crois que c'est quoi? C'est pas Donald Trump qui a introduit le mensonge dans la politique américaine. Le mensonge a toujours existé et elle continue à exister. Et quand Donald Trump entre, c'est tous les membres de l'OTAN qui commencent à trembler. Pourquoi est-ce qu'ils tremblent? Parce qu'ils reconnaissent en Donald Trump quelqu'un qui ne dira pas toujours oui et quelqu'un qui n'est pas dans la diplomatie. Donald Trump, dès 2016, demande que tous les pays de l'OTAN, en commençant avec l'Allemagne, et vous connaissez l'histoire de la guerre qui a existé entre l'Allemagne et les États-Unis, au point où l'Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, continue à être redevable aux États-Unis. Il demande qu'ils doivent payer leur quota à l'instant de leur pouvoir économique. Ça a mis beaucoup de pays très mal à l'aise. Il demande à la Chine, il a élevé les taxes en Chine et en Russie. Donc, Donald Trump a tout simplement refusé la diplomatie démocratique qui veut que, lorsqu'on est en public, on sourit et qu'on rentre, on se poignarde dans les dos. Donc, le mensonge fait partie intégrale de la politique. Au lieu de pointer ça du doigt à partir de dehors, il me semble que nous devons participer à mûrir nos peuples, à les retirer de la distraction, les imposer un menu plus robuste et consistant s'ils veulent s'intéresser à la chose politique. Ce n'est pas aussi gratuit que ça. Je vois beaucoup qui sont très, très frustrés de savoir que Paul Biya est rentré, mais c'est une réalité. Il faut vivre avec. Et c'est ça, donc, le philosophe Spinoza disait, si tu refuses de faire la philosophie et que tu souffres de l'indigestion philosophique, tu devrais t'en prendre qu'à toi. Donc, nullement faut-il se mettre à la place de ces Camerounais-là qui sont incapables de se battre pour eux-mêmes, incapables de s'affranchir, de s'émanciper, d'apprendre, de suivre la bonne information. Comme ça, pour s'imprégner de la géopolitique mondiale et des mutations qui sont en train de s'effectuer sur l'Afrique francophone, les relations entre la France et l'Afrique, mais surtout les dynamiques néocoloniaux qui continuent à mailler de landerneau politique en Afrique centrale.
Ce sont des réalités que chaque jeune, il ne faudrait pas attendre jusqu'à l'âge avancé pour s'en rendre compte que les luttes de notre génération nous ont échappé. Mais il ne se fait jamais tard. Ce qu'on apprend tard dans la vie, il est mieux de passer le reste de sa vie à inculquer cela à la jeune génération pour qu'ils prennent le bâton de relève aussitôt. Ben aujourd'hui, au Cameroun, on est réduit à chercher de quoi manger et ça nous préoccupe autant qu'une fois qu'on trouve, on les vide dans les prochaines bouteilles d'alcool qu'on va trouver. Et malheureusement, si ce n'est pas une bouteille d'alcool, ça serait devant le pasteur à conjuguer toutes les prières qui peuvent exister. C'est un choix, je pense, un choix systémique, imposé peut-être par l'ordre dirigeant. Et c'est à nous, les acteurs de la Renaissance, de contribuer notre part à voir que cette réalité-là, voilà, qu'elle soit réduite. Voilà pourquoi nous n'avons de cesse à féliciter le jeune guide du pays des hommes intègres, Burkina Faso, qui, à partir de son discours, nous impressionne. Il a un langage qui colle avec l'idéalisme. Maintenant, il faut que son peuple l'accompagne vers le pragmatisme. C'est sur ce que je vais te dire merci pour ce commentaire qui me semble assez pertinent et méritait qu'on puisse en débattre parce que on ne peut pas comme ça là tourner la page sans se regarder et se dire comment est-ce qu'on peut contourner ce genre de situation la prochaine fois. À très bientôt.